Ataxie cérébelleuse et paraplégie spastique familiale, deux familles de maladies neurogénétiques complexes et souvent progressives, sont au cœur de notre discussion. Les ataxies, c'est l'atteinte du cervelet provoquant déséquilibre et incoordination. Les paraplégies spastiques familiales, elles, se manifestent par une raideur et une faiblesse des jambes dues à une dégénérescence médulaire. Ces pathologies, bien que distinctes par leur symptomatologie principale, partagent des mécanismes génétiques fascinants et posent des défis diagnostiques et thérapeutiques cruciaux, explorons-les ensemble. Les paraplégies spastiques héréditaires, ou HSP, constituent un groupe fascinant et hétérogène de troubles neurologiques progressifs. Elles se caractérisent principalement par une spasticité et une faiblesse progressive des membres inférieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces pathologies, explorer leur remarquable diversité génétique, comprendre les mécanismes physiopathologiques complexes en jeu et discuter des avancées diagnostiques et thérapeutiques. C'est un domaine en pleine évolution, essentiel pour une meilleure prise en charge de nos patients. Les paraplégies spastiques héréditaires, ou maladies de Strempel-Lorrain, représentent un ensemble très hétérogène de maladies neurodégénératives, génétiquement déterminées et décrites depuis la fin du XIXe siècle. Leur caractéristique principale est un syndrome pyramidal progressif des membres inférieurs. L'âge de début de ces affections est extrêmement variable, un point clé qui illustre bien cette hétérogénéité. Nous allons maintenant explorer plus en détail ces pathologies. Notre introduction met en lumière la dégénérescence rétrograde et bilatérale des faisceaux cortico-spinaux, qu'ils soient croisés ou directs. Cliniquement, nous distinguons des formes pures, strictement limitées à une atteinte pyramidale des membres inférieurs, et des formes complexes associant d'autres signes neurologiques ou extraneurologiques. Enfin, l'hétérogénéité génétique est considérable dans les PSH, avec déjà 46 loci et 20 gènes identifiés, un véritable défi. La maladie de Strempel-Lorrain, que vous voyez ici, est une paraplégie spastique familiale. Elle porte les noms de Strempel, en Allemagne en 1880, et de Lorrain, en France en 1889. Il s'agit d'un groupe d'affections neurodégénératives rares, caractérisé par une spasticité progressive des membres inférieurs et une dégénérescence des faisceaux pyramidaux. Retenez bien ces points clés pour la pratique clinique. Épidémiologie. C'est une maladie rare, qualifiée d'orpheline, avec une prévalence modeste de 3 à 10 cas pour 100 000 habitants. Le sexe ratio est parfaitement équilibré, 1 pour 1. Quant à l'âge de début, il est très intéressant car bimodal, on peut l'avoir dès la première année de vie, mais aussi à 70 ans. Cependant, retenez bien que la majorité des cas se manifestent principalement entre la première et la troisième décennie. Abordons le phénotype clinique des syndromes pyramidaux. On observe les formes pures, où la présentation est isolée et l'IRM généralement normal. À l'opposé, les formes complexes montrent un tableau clinique très diversifié. Elles associent des signes neurologiques ou extraneurologiques variés, retard mental, ataxie, neuropathie, ou épilepsie. Ici, l'IRM révèle fréquemment des lésions cérébrales. Cette dichotomie est essentielle pour une compréhension diagnostique complète. Diagnostic positif selon les critères de Harding, nous allons retenir deux piliers. Tout d'abord, l'hyperréflexie des membres inférieurs est un incontournable. À cela, vous devrez associer au moins l'un de ces signes, une marche spastique s'aggravant progressivement, un signe de Babinski bilatéral, ou enfin, un clonus de la rotule ou une trépidation épileptoïde des pieds. Mémorisez bien ces points clés. Diagnostic différentiel. Pour une approche complète, pensez d'abord aux anomalies structurelles de la moelle ou du rachis, comme un canal étroit ou une tumeur. Ensuite, les maladies inflammatoires sont cruciales, notamment la sclérose en plaques progressive. Enfin, gardez à l'esprit les maladies dégénératives, incluant la maladie du motoneurone et les ataxies spinocérébelleuses. Ces distinctions sont fondamentales pour établir le bon diagnostic. Diagnostic différentiel, un enjeu majeur en clinique. Devant ces tableaux, explorons plusieurs grandes catégories. D'abord, les maladies métaboliques, comme les leucodystrophies ou les encéphalopathies mitochondriales. Ensuite, et c'est crucial, les maladies infectieuses, pensez à la syphilis tertiaire ou la myélite du sida, des diagnostics vitaux. Enfin, n'oublions pas les affections spécifiques telles que la dystonie d'OPA sensible, avec son traitement si particulier. C'est la clé pour orienter efficacement la prise en charge de nos patients. Anatomopathologie des formes pures nous montre une dégénérescence axonale rétrograde, très spécifique et longueur dépendante. Elle affecte majoritairement le faisceau pyramidal et le cordon postérieur, entraînant perte axonale, démyélinisation et gliose, comme visible sur ces images de moelle épinière. Le tableau confirme,
à travers les observations des auteurs, cette atteinte préférentielle, le faisceau cortico-spinal lombo-sacré et le cordon postérieur cervical sont systématiquement touchés. Un profil pathologique clé à mémoriser. Cette forme de PSF complexe se distingue par une détérioration mentale et une atrophie marquée du corps calleux, visible à l'IRM. Décrite en 1998, sa transmission est autosomique récessive et représente 25 à 35% de toutes les PSF. Le début est précoce, associant spasticité et troubles cognitifs. Elle est génétiquement hétérogène, avec 7 loci déjà identifiés, comme SPG11 et SPG15. SPG15 est une forme majeure de paraplégie spastique héréditaire autosomique récessive, également appelée syndrome de Kielin, décrite dès 1959. Elle représente une part significative des cas. Sur le plan clinique, attendez-vous à un début précoce dans l'enfance ou à la puberté, une progression rapide, une détérioration intellectuelle et une neuropathie périphérique. Retenez surtout que des atteintes extrapyramidales sont fréquentes, comme cette rétinite pigmentaire visible, mais aussi une atteinte cérébelleuse et des troubles auditifs. Regardez bien ces images d'IRM chez un patient atteint de SPG11. On note immédiatement cette hypoplasie du corps calleux, très caractéristique, particulièrement visible sur les coupes sagittales. Les coupes axiales et coronales révèlent également une leucoencéphalopathie diffuse, avec des hypersignaux de la substance blanche. Enfin, observez cette atrophie cérébelleuse discrète. Ces 3 signes sont des marqueurs essentiels de cette maladie neurodégénérative. C'est un tableau clinique et radiologique très évocateur. Le phénotype IRM de la SPG15, visible sur ces clichés, est dominé par une atrophie marquée du corps calleux, retrouvée chez 64% des patients. C'est un signe clé. Nous notons aussi des anomalies de signal de la substance blanche dans 36% des cas, et une atrophie cérébelleuse, présente chez 27%. Ces observations IRM sont fondamentales pour affiner le diagnostic et comprendre la progression de cette maladie neurodégénérative. Elles nous guident directement. Cette IRM flair transverse, essentielle pour le diagnostic, présente une patiente SPG5. Remarquez les multiples hypersignaux lumineux dispersés dans la substance blanche, particulièrement autour des ventricules. Ces lésions caractéristiques reflètent l'atteinte axonale et la démyélinisation, des marqueurs clés de cette paraplégie spastique héréditaire. Elles sont fondamentales pour comprendre la physiopathologie et le suivi de la maladie. Syndrome de Silver, une entité qui se situe à la frontière avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth, notamment le type 5, et la primary sensory failure, mais avec un phénotype PSF complexe. Cliniquement, comme le montrent les figures 2 et 3, on observe une amyotrophie marquée des muscles des mains, en particulier ténarien et hypoténarien, ainsi qu'une amyotrophie distale des pieds. Retenez bien ces signes distinctifs pour le diagnostic. ARSAC, ou ataxie spastique autosomique récessive de Charlevoix-Saguenay, est une maladie génétique rare. Initialement identifiée au Québec avec un effet fondateur français, elle présente une distribution géographique plus large, de la Tunisie au Japon. Les images du fond d'œil à l'écran illustrent des signes clés, l'atrophie optique et le syndrome de l'œil de tigre, caractéristiques de cette neuropathie optique liée à l'ARSAC. IRM ARSAC. Ces images sont vraiment parlantes pour le diagnostic de l'ARSAC. Observez attentivement l'atrophie cérébelleuse très nette, particulièrement au niveau du vermis, visible sur toutes les coupes. Regardez aussi l'atrophie pontique et, très important, l'amincissement caractéristique du corps calleux, bien mis en évidence sur la coupe sagittale inférieure. Ces marqueurs IRM sont des piliers pour le diagnostic et la compréhension de cette ataxie spastique récessive. L'ARSAC, ou ataxie spastique autosomale récessive de Charlevoix-Saguenay, est une pathologie neurologique dont le locus est en 13q11. Le gène responsable, SAC, code pour une protéine massive appelée saxine, de 3829 acides aminés, et est composé de 11 exons, dont un géant de 12 kilobases. Un point essentiel pour le Québec est l'existence d'une mutation fondatrice, la 6594 DLT, présente chez 94% des patients, facilitant grandement le diagnostic génétique. Ataxies héréditaires. Aujourd'hui, nous explorons les ataxies autosomiques récessives, un groupe important de maladies neurologiques. Elles touchent le système nerveux central et périphérique, et parfois d'autres organes. Le point clé est leur hétérogénéité clinique et génétique, une caractéristique fondamentale pour comprendre ces affections. Ataxia, un terme qui désigne des troubles de la coordination des mouvements et de la marche. La première forme héréditaire a été décrite en 1863 par le professeur Nikolaus Friedreich. Concrètement, l'ataxie se caractérise par une incoordination des mouvements,
des troubles de la marche, souvent une démarche à base large, pseudo-ébrieuse. Cela inclut des problèmes posturaux, une incoordination des membres comme la dysmétrie, et fréquemment des troubles de la parole, appelés dysarthries. C'est un ensemble de symptômes très caractéristiques. Perte des réflexes tendineux profonds, tremblement d'intention, hypotonie musculaire et nystagmus sont les signes cliniques clés des ataxies. Ces affections neurologiques, dont la prévalence des formes héréditaires atteint 1 pour 10 000, inclut l'ataxie de Friedreich. Cette forme récessive, 1 pour 50 000 chez les caucasiens, débute souvent à l'adolescence et conduit fréquemment au fauteuil roulant après une quinzaine d'années d'évolution. C'est une pathologie qu'il faut connaître. Ataxie de Friedreich, cette maladie neurodégénérative est due à une mutation par expansion anormale du triplet GAA sur le chromosome 9q13. Cliniquement, elle se caractérise par une installation progressive d'une ataxie cérébelleuse, une dysarthrie, une perte de sensibilité vibratoire et une aréflexie ostéotendineuse, souvent associée à un signe de Babinski. Retenez également l'atteinte cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique avec HVG, et les déformations squelettiques comme la scoliose et le pied creux. Ce schéma illustre comment le fer, essentiel à nos cellules, entre via la transférine et son récepteur. Il est vital pour nos mitochondries, alimentant la chaîne respiratoire et la synthèse de l'hème. Mais attention, un excès devient toxique. Il génère des espèces réactives de l'oxygène, comme les radicaux OH, endommageant nos structures cellulaires. Le stockage par la ferritine est une protection, mais un déséquilibre mène à un stress oxydatif majeur, un facteur déterminant dans la physiopathologie de l'AF. L'AVED, décrite par Burke en 1981, présente un phénotype similaire à l'ataxie de Friedreich. Des distinctions existent, l'atteinte cardiaque est plus fréquente dans Friedreich, et l'AVED se caractérise par un tremblement céphalique et des mouvements choréodystoniques. La mutation affecte le gène de la protéine de transfert d'alpha-tocophérol. Le point clé, c'est que l'AVED est une ataxie traitable. Une supplémentation quotidienne de 8 cents à 1200 mg de vitamine E est cruciale. Ataxie-télangiectasie est une maladie génétique rare, caractérisée par une ataxie cérébelleuse progressive débutant jeune, due à des mutations du gène ATM. Elle s'accompagne de télangiectasies oculocutanées, d'un déficit immunitaire combiné entraînant des infections sino-pulmonaires récidivantes. Attention, ces patients présentent une hypersensibilité majeure aux radiations ionisantes et un risque accru de cancer. Biologiquement, l'AFP est élevée et on note des déficits en IgA, IgG, IgE. Ataxie-télangiectasie, ou AT, est une maladie multisystémique fascinante. Elle impacte d'abord le développement cérébelleux, causant l'ataxie caractéristique. Les patients présentent aussi une radiosensibilité sévère, essentielle pour le diagnostic. Au niveau cellulaire, on observe des anomalies des checkpoints du cycle cellulaire et des réarrangements chromosomiques spécifiques comme les translocations T7, 14. Enfin, l'immunodéficience conduit à des infections pulmonaires récurrentes et augmente la susceptibilité au cancer, notamment les lymphomes et leucémies. Une maladie complexe, n'est-ce pas? Regardez attentivement cet œil. Ici, nous faisons face à une hyperémie conjonctivale très nette, ce que l'on appelle communément un œil rouge. Ce tableau est caractéristique d'une inflammation aiguë de la conjonctive, la membrane transparente qui recouvre la sclère et l'intérieur des paupières. On distingue clairement une dilatation et un engorgement des vaisseaux sanguins. Les étiologies sont variées, allant des infections virales ou bactériennes aux allergies, ou encore une simple irritation. Une évaluation rapide est essentielle pour orienter le traitement. Voici des exemples clairs de réarrangements chromosomiques structuraux, inversion et translocation. Remarquez l'implication récurrente des chromosomes 7 et 14, notamment dans les translocations T7, 14 et T14, 14. Le terme « clonal » est vital, signifiant que ces anomalies sont acquises et sélectionnées dans une population cellulaire. Ces marqueurs cytogénétiques sont fondamentaux pour comprendre la progression tumorale et les lignées malignes, un pilier de l'oncogénétique. Aujourd'hui, nous abordons un chapitre essentiel, les ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes. Ce sont des affections neurodégénératives héréditaires très hétérogènes, caractérisées par une dégénérescence du cervelet et de ses connexions, entraînant une perte progressive de la coordination motrice. L'aspect autosomique dominant est fondamental, une seule copie du gène altéré suffit pour que la maladie se déclare, avec un risque de transmission de 50% à chaque enfant. Comprendre ces mécanismes est clé pour le diagnostic et la prise en charge. ACAD, c'est un groupe très hétérogène de pathologies qui affectent spécifiquement le cervelet et toutes ses voies. La prévalence est estimée entre 5 et 10 cas pour 100 000 individus.
Les premiers signes cliniques se manifestent généralement vers la 3e ou 4e décennie, bien que des formes juvéniles ou plus tardives existent. L'évolution est progressive, caractérisée par une aggravation lente du syndrome cérébelleux, impactant d'abord la marche, puis la parole et les membres supérieurs, avec l'apparition d'autres signes neurologiques. Le décès survient typiquement 15 à 20 ans après le début des symptômes. ACAD, une maladie complexe, se présente sous 3 formes principales. Le type I, le plus fréquent, combine des troubles moteurs pyramidaux, une atrophie optique, une paralysie oculomotrice et des déficits intellectuels marqués. Le type 2 se distingue par une dégénérescence rétinienne, souvent associée à d'autres signes neurologiques variés. Enfin, le type 3 est caractérisé par une ataxie cérébelleuse pure, sans les autres symptômes. Retenez bien ces distinctions clés pour une meilleure compréhension clinique. L'hypobêta-lipoprotéinémie est une affection à considérer. Pour les ataxies cérébelleuses autonomiques dominantes, ou ACAD, la classification comprend 3 types essentiels. Le type I regroupe les SCA1, 2, 3, 4 et 12. Le type 2 est spécifiquement le SCA7, et le type 3 correspond au syndrome cérébelleux pur, incluant les SCA5, 6, 8, 11 et 14. Une distinction clinique fondamentale. L'ACAD, ou ataxie cérébelleuse autosomique dominante, est majoritairement causée par l'amplification des triplets CAG. Les sous-types 1, 2, 3, 6 et 7 sont les plus fréquents. Le cœur du problème est une anomalie génétique, une expansion de ces triplets CAG dans la région codante de gènes ciblés. Cela aboutit à une expansion de polyglutamine sur la protéine, essentielle à sa fonction. La maladie se déclare lorsque ce nombre de triplets franchit un seuil critique, variable pour chaque SCA. Un point fondamental à comprendre.